Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Il est 20 h à Paris. À la une de l'actualité, l'assaut turc dans le nord de la Syrie a déjà fait 174 morts parmi les Kurdes. En tout cas, c'est ce que dit le ministre de la Défense turc. 6 civils turcs ont été tués dans les villes frontalières, toujours selon une source turque. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est réuni en ce moment même en urgence à New York. Emmanuel Macron appelle la Turquie à mettre un terme le plus rapidement possible à son offensive. 60 000 personnes ont fui le nord-est de la Syrie. Plusieurs organisations humanitaires tire la sonnette d'alarme. On en parle avec mon invité, Guillaume Lasconjarias. Il est ancien conseiller de la recherche sur la transformation militaire de l'OTAN à Rome. Et on retrouvera Ludovic de Foucault à la frontière turco-syrienne. L'attentat de Halle est un jour de honte et d'opprobre pour l'Allemagne. 75 ans après la Shoah, a souligné le chef de l'État. Frank-Walter Steinmeier s'est exprimé devant la synagogue de Halle. Le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, va augmenter considérablement, a-t-il dit, les forces de sécurité. Les services de renseignement allemands sont pointés du doigt. On en parlera avec notre correspondant à Berlin, Luc André. Enfin, 14 milliards de dollars seront levés d'ici à décembre au profit du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Objectif fixé par l'ONU, éradiquer les 3 maladies d'ici à 2030. Et la 6e conférence de reconstitution du fonds vient de se terminer à Lyon en présence, vous le voyez, d'Emmanuel Macron. Dans le nord de la Syrie, les forces turques poursuivent leur progression sur la rive orientale de l'Euphrate. L'offensive a déjà fait 174 morts parmi les Kurdes, selon le ministère de la Défense turc. 6 civils turcs ont été tués également dans les villes frontalières, toujours selon cette même source. Un des objectifs pour la Turquie est de créer une zone tampon d'environ 30 km. Cette intervention a provoqué un tollé international. Vous le savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies est réuni d'urgence. Il demande l'arrêt de l'offensive turque immédiate. Emmanuel Macron appelle également la Turquie à mettre un terme le plus rapidement possible à son offensive. 60 000 personnes ont déjà fui le nord-est de la Syrie. Plusieurs organisations humanitaires tirent d'ailleurs la sonnette d'alarme. David Gilbert. Il se présente en position de force, 24 heures après le début de l'offensive lancée dans le nord de la Syrie. Car face aux condamnations internationales, notamment celles en provenance de Bruxelles, Recep Tayyip Erdogan sait qu'il a un atout de poids dans sa manche. Ô Union européenne, reprenez-vous. Je le dis encore une fois. Si vous essayez de présenter notre opération actuelle comme une invasion, alors l'affaire est simple. Nous ouvrirons les portes et nous vous enverrons 3 600 000 migrants. Pour le chef de l'État turc, la priorité est bien l'opération contre les forces kurdes au nord de la Syrie, qui se poursuit ce jeudi avec des bombardements le long de la frontière. Il affirme qu'elle a déjà coûté la vie à plus d'une centaine de membres des FDS, mais les civils sont également victimes des raids aériens. Et les conséquences vont bien au-delà. Les pires craintes des chancelleries occidentales ont été confirmées par cette responsable kurde en visite à Bruxelles. L'une des prisons dans laquelle des membres de l'organisation État islamique sont emprisonnés et qui se trouve sous contrôle des forces démocratiques syriennes a été bombardée par des avions de chasse turcs et il est probable que des membres de Daesh se soient échappés. L'armée turque se serait emparée dans la nuit de plusieurs localités, une offensive qui a déjà provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes. De leur côté, les milices kurdes organisent la contre-offensive en manifestant comme ici dans la ville de Kamishli, et surtout en procédant à des tirs de mortier sur les villes turques de l'autre côté de la frontière, faisant plusieurs morts selon les autorités turques. Mais à Istanbul, comme dans le reste de la Turquie, l'opération Printemps de la paix permet à Recep Erdogan de reconquérir une partie de l'opinion. Je pense que c'était nécessaire d'agir contre les milices et tous les dangers qui arrivent dans le pays depuis le sud-est. Ils auraient dû le faire depuis longtemps pour la sécurité de la Turquie. Quant à ceux qui s'opposent à l'offensive, ils le payent au prix fort, comme ces manifestants interpellés à Diyarbakir, principale ville kurde du sud de la Turquie. Une vingtaine d'autres personnes ont également été arrêtées pour propagande terroriste sur les réseaux sociaux. Et on en parle avec Guillaume Lasconjarias, qui est ancien conseiller de l'OTAN, de la recherche sur la transformation militaire de l'OTAN à Rome. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, jusqu'où ira la Turquie ? Alors c'est très difficile à dire parce que on parle là d'une zone qui a en partie déjà été
négociés ou sur lesquels il existe une buffer zone, c'est-à-dire une zone tampon qui était agréée et qui s'étendait sur 5 km. Alors pour cela, il faut remonter un peu en arrière au traité à l'accord d'Adana en 1999 qui était à l'époque entre la Turquie et la Syrie et qui avait prévu justement dans la lutte commune contre le PKK une sorte de droit de poursuite pour les forces turques jusqu'à 5 km à l'intérieur du territoire syrien. Alors là, Erdogan parle pour lui de 30 km. Tout à fait. Et là, en fait, on est plutôt dans la suite de ce qu'il a déjà fait lors des 2 précédentes opérations, celle de 2016 qu'on appelle Bouclier de l'Euphrate et celle de 2018 qui s'appelle plutôt branches d'olivier ou rameaux d'olivier et qui ont en fait permis d'élaborer justement cette espèce de tâche sur lequel, qui était plutôt finalement à l'est, à l'ouest du pays, on le voit sur la carte. à l'ouest du pays, et qui maintenant en fait semble se concentrer plutôt sur la zone qui était protégée autrefois par cette espèce de zone de sécurité où se trouvaient les forces spéciales, notamment américaines. Maintenant qu'elles sont parties, eh bien, on observe cette volonté turque de s'y installer et de recréer d'aller plus loin que les fameux 5 km. On parle plutôt de 30 km. C'est ça. Cette fameuse zone tampon. La communauté internationale, on le voit, condamne. Le Conseil de sécurité est réuni en urgence. Il demande l'arrêt de l'offensive turque. Il ne peut pas empêcher cette guerre. Alors, déjà, le terme d'invasion, on l'a vu dans le discours d'Erdogan, est réfuté par la Turquie, qui considère que c'est sa profondeur stratégique qui est véritablement en jeu. Ça a toujours été en fait une discussion. Ce qui est en fait en réalité le problème, c'est moins l'opération militaire turque que l'incapacité des organisations internationales de, pour l'instant, être capables de réagir de manière coordonnée. On observe un petit peu la difficulté avec laquelle le secrétaire général de l'OTAN réagit en disant... En fait, difficulté sensée, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc c'est toute la difficulté. C'est un allié des Américains, comme les Kurdes sont des alliés des Américains également. Donc finalement, les Américains ont fait le choix des Turcs contre les Kurdes. Alors on se retrouve en fait typiquement dans ce qu'on appelle une guerre par procuration. Les Kurdes ont servi les objectifs des Européens, de l'OTAN, des Américains, dans cette guerre contre notamment Daesh, et cette guerre par proxy, cette guerre par procuration, aujourd'hui, eh bien, maintenant qu'on n'a plus besoin des Kurdes, eh bien, on les laisse. Et on les laisse finalement à la merci des Turcs, sans avoir les moyens véritablement de dire aux Turcs, finalement, vous ne pouvez pas faire ça. Et alors justement, Donald Trump a tweeté, il a repris une tribune d'un éditorialiste conservateur en disant les Kurdes finalement n'étaient pas présents lors du débarquement de Normandie. C'est tout de même ce qu'il a tweeté, Donald Trump, en parlant des Kurdes. Alors effectivement, à part le besoin essentiel de refaire de l'histoire, je ne sais pas trop quoi en dire. Alors effectivement, c'est une tribune qui a été publiée dans un journal extrêmement conservateur, puisque c'était sur le nouvel de Breitbart. Donc, Breitbart News. Et là, en revanche, il faut en fait aller plus loin dans le discours, parce que c'est une sorte de logorée à laquelle on observe, et sur lequel en fait il termine. Mais on aime bien quand même les Kurdes, mais finalement, on leur a fourni des missiles, de l'armement, littéralement, qui se débrouillent avec. Et puis la menace de l'organisation de l'État islamique n'est pas totalement éradiquée. Elle l'est même encore moins. C'est-à-dire que là, véritablement, on a une sorte de chantage, de double chantage. D'un côté, le chantage turc, mais de l'autre côté, peut-être aussi le chantage de la part des Kurdes. Ils disent, voilà, et de façon réelle, ils doivent eux-mêmes se désengager des immenses camps de prisonniers dans lesquels sont parqués les femmes, les familles, les enfants et les prisonniers d'ISIS eux-mêmes. Et là, effectivement, pour se sauver, eux-mêmes doivent monter sur la ligne de front et se posent la question de jusqu'à quand ces camps seront-ils gardés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Guillaume Lasconge-Arias. Et on retrouve tout de suite Ludovic Defoucault, notre envoyé spécial à la frontière syrienne. Il est du côté turc, Ludovic. Bonsoir. Où en est l'assaut turc? Racontez-nous. Bonsoir Stéphanie. Eh bien, écoutez, que ce soit le porte-parole de la présidence turque, que ce soit le ministère turc de la Défense, il y a beaucoup de communication pour se féliciter des succès de l'opération. Les institutions turques, les autorités turques sont très satisfaites de la progression des événements de leur côté. Alors moi ici, là, je suis à Akçakale, une ville frontalière côté turc qui fait face à Tal Abyad. De l'autre côté de la frontière, côté
côté syrien. C'est une ville qui marque la partie occidentale, l'extrémité occidentale de la zone d'intervention des forces turques et de leurs alliés arabes. Vous savez, ces éléments de la rébellion sunnite syrienne qui travaillent dans cette intervention avec les Turcs, jusqu'à 120 km à l'est de ma position, la ville de Ras Al Ain, côté syrien. La ville où je me trouve, Akçakale, a été visée ce matin par des tirs de roquettes et des tirs au mortier qui venaient de Tal Abyad ou des environs, et quelques civils ont été touchés, tués, dont un nourrisson de 9 mois, côté turc. Donc une nouvelle tragique, évidemment, qui a été, comme vous pouvez l'imaginer, abondamment reprise, relayée par les médias turcs. Et que disent justement les médias turcs de cette intervention, Ludovic? Est-ce qu'ils sont unanimes? Et ils sont unanimes tout simplement parce que les voix dissonantes sont très rapidement écartées. Les seuls journalistes qui ont pu émettre des réserves ou des critiques ont été privés d'antenne et sont même inquiétés de sanctions judiciaires. Ici, quand on regarde la télévision par exemple, on peut être étonné de voir que certains commentateurs, certains présentateurs, certains reporters en direct célèbrent des bombardements, célèbrent des morts du côté adversaire comme des victoires sportives, avec des hurrahs même parfois. Il faut aussi noter que la couverture médiatique étrangère, internationale, est scrutée et en direct, certaines personnalités médiatiques turques n'hésitent pas à menacer, intimider les journalistes étrangers, et sur le terrain, on essaye parfois plutôt de les amadouer. Par exemple, avant ma prise d'antenne, j'ai été approché par des responsables locaux ici à Akçakale de l'AKP, le parti présidentiel, qui sont venus m'offrir des sandwichs, des boissons, pour bien me répéter, me faire comprendre que j'étais invité ici en Turquie. Les ONG tirent la sonnette d'alarme, en tout cas, Ludovic. Il y a un risque de crise humanitaire majeure. Oui, évidemment, où peuvent fuir les civils et les populations qui tentent de fuir les bombardements. Elles ne vont pas se rendre en Turquie, chez l'ennemi. Elles ne peuvent pas aller trop au sud par rapport à leur position, parce qu'elles se retrouveraient dans une zone désertique et livrées à la guérilla que mènent les résidus du groupe État islamique. Alors la seule possibilité peut-être, c'est d'essayer de rejoindre le Kurdistan irakien, où des camps de réfugiés sont déjà saturés. Donc effectivement, la situation humanitaire est préoccupante et va le devenir de plus en plus. Merci beaucoup Ludovic, Ludovic de Foucauld, donc, qui se trouve à la frontière syrienne côté turc. Merci encore Ludovic. 14 milliards de dollars seront levés d'ici à décembre au profit du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme. L'objectif fixé par l'ONU, c'est d'éradiquer les 3 maladies d'ici à 2030. La 6e conférence de reconstitution du fonds vient de se terminer à Lyon en présence d'Emmanuel Macron. On écoute le président français. Il y a 3 ans, dans un tout autre contexte international, 12,2 milliards de dollars avaient été levés. Aujourd'hui, dans un moment difficile du multilatéralisme, de crispation forte, ce sont plus de 14 milliards de dollars que nous allons réussir à lever. Voilà, vous retrouverez à 21h40, heure de Paris, l'édition spéciale du Journal de l'Afrique consacrée à la lutte contre le paludisme, avec des reportages et l'analyse de Médecins sans frontières. C'est présenté par Myriam Amellal. L'attentat de Halle est un jour de honte et d'opprobre pour l'Allemagne. 75 ans après la Shoah, a souligné le chef de l'État, Frank-Walter Steinmeier. Il s'est exprimé devant la synagogue de Halle. Le ministre allemand de l'Intérieur, Horst Seehofer, a dit qu'il allait augmenter considérablement les forces de sécurité. Les services de renseignement allemands sont pointés du doigt. On retrouve Luc André, notre correspondant à Berlin. Luc, bonsoir. Y a-t-il une réflexion en ce moment sur la prévention du terrorisme d'extrême droite en Allemagne ? Oui, et cette réflexion est en cours depuis plusieurs mois déjà, car la mouvance d'extrême droite gagne du terrain. Selon les autorités, 12 700 personnes en son sein sont classées violentes. Et le pays, on s'en souvient, a connu un coup de semonce au mois de juin avec l'assassinat d'un préfet qui avait pris position pour l'accueil des réfugiés. Et suite à ce meurtre, une restructuration de la police fédérale et du renseignement intérieur avait été mise sur la table pour mieux prévenir justement le terrorisme d'extrême droite et d'essayer de déplacer le focus qui était jusqu'ici surtout sur la prévention de la menace islamiste. Il faudra des postes supplémentaires
comme l'a réclamé aujourd'hui Horst Seehofer, le ministre de l'Intérieur. Mais pas seulement, il faut aussi plus de coordination. L'Allemagne est un pays fédéral et la sécurité est du ressort des Länder. Il existe pas moins de 17 services de renseignement intérieur et autant de police criminelle dans le pays. Et on se souvient que la cavale meurtrière de la cellule néo-nazie NSU avait montré les limites de cette organisation cloisonnée. Pendant 10 ans, le trio avait pu tuer sans être inquiété, alors qu'il y avait une quarantaine d'indicateurs rémunérés par l'État au sein de la mouvance d'extrême droite. Alors, suite à cette affaire, des structures de coordination ont été mises en place, mais on le voit, il y a encore fort à faire. Merci beaucoup Luc André à Berlin. Journal Écho avec Laure Manin, bonsoir.